Donc, le projet que je présente aujourd'hui interroge la mémoire littéraire telle qu'elle se présente dans l'espace public. À ce titre, c'est une démarche qui interroge des processus commémoratifs et patrimonialisants plus généraux, dont les derniers mois et les dernières années ont été, je trouve, assez riches. D'une part, alors là, je me situe dans une perspective très générale pour commencer, mais je vais venir peu à peu à la littérature. D'une part, il y a un mouvement mondial de critique mémorielle qui a pris son essor en 2017 au moment des manifestations pour le déboulonnage de la statue du général Lee à Charlottesville. Ça, c'était en 2017 et ce déboulonnage a été suivi d'autres, celui de la statue de James Marion Sims à New York le 17 avril 2018, celui des statues d'Edward Colston, de statues de Léopold II, statues de Schœlcher, statues de Colbert également visées par des propositions de déboulonnage en France. Donc, c'est vraiment un phénomène très large. Mais c'est une mémoire, cette mémoire qui est en jeu à travers ces déboulonnages, c'est la mémoire de l'esclavage, ce n'est pas une mémoire littéraire en particulier, simplement ça a ouvert un questionnement sur cette représentation de la mémoire dans l'espace public. Un an après, en France, on a assisté à l'implosion bien connue maintenant du Haut Comité aux commémorations, né en 1998, enfin ça dépend comment on compte, parce qu'on peut considérer qu'il est né en 1974. Mais sous ce nom, il est né en 1978, mort en 2018, et très rapidement remplacé par un autre. Donc en mars 2018, 10 membres de ce Haut Comité aux commémorations nationales ont démissionné suite à une controverse concernant la présence de Jacques Chardon et Charles Maurras aux commémorations de l'année. En fait, c'est le retrait du nom de Maurras, en particulier par la ministre Françoise Nyssen, qui a conduit à la démission de ces 10 membres. Et pourtant, force est de constater que la culture commémorative reste très vivante, en France comme dans le monde, et qu'un mouvement inverse, en fait, s'est amorcé aussi, un mouvement de critique de ces iconoclasmes modernes, qui s'en prend avec vigueur à ce qu'il considère comme une culture de l'annulation ou cancel culture. Le terme a été longuement glosé par les pros et les anti, je n'y reviens pas, mais je voudrais aussi insister sur le fait que parallèlement à ce débat autour de la gouvernance de la mémoire et des prérogatives de l'État en la matière, on s'est posé la question il y a quelques mois, on avait discuté avec David, de qui peut s'approprier la mémoire de Verlaine et de Rimbaud. Est-ce que l'État français a son mot à dire? Est-ce qu'on peut les pantoniser ou pas? Et le débat, là aussi, a été riche et intéressant. Donc, parallèlement à ce débat autour de la gouvernance de la mémoire, les instances centralisées de la commémoration se sont refondées sous d'autres noms, avec des principes différents. Comme Emmanuel Macron est devenu président de la République dans ce qu'on pourrait appeler une séquence mémorielle prévue de longue date, celle de la commémoration de la Première Guerre mondiale, il s'est inscrit dans ces commémorations. On a assisté à l'itinérance mémorielle du président Macron en 2018, à une relance des panthéonisations avec celle d'un écrivain, Maurice Genevoix, le 11 novembre 2020. En fait, elle a été repoussée plusieurs fois, elle devait avoir lieu en 2018. Elle n'a eu lieu qu'en 2020. Ensuite, il y a eu la fondation de France Mémoire en 2021, France Mémoire qui remplace le Haut Comité aux commémorations nationales, disparu en 2018. Donc, vous avez les deux pages de ces deux instances. France Archives en haut à gauche, c'est le comité qui a pris fin. Et puis en bas, France Mémoire, qui est associé à l'Institut de France par souci de neutralité et de retrait vis-à-vis de la politique. Et vous voyez dans la colonne de droite les commémorations proposées pour 2021, la guerre de 1870-1871, Baudelaire, Flaubert, Pauline Viardot, Napoléon, La Fontaine. Mais lorsque ce comité a été présenté au public, ou en tout cas lorsque la presse a commencé à en parler en janvier, il était question surtout de commémorer à la fois Napoléon et la Commune. Alors je dois encore mener une enquête pour savoir si la formulation de la Commune à la guerre de 1870-1871 a changé, ou si c'était simplement de la part du journaliste un raccourci trop rapide. Mais là aussi, il y a eu débat. Pierre Nora en particulier, considérant qu'il était nécessaire de commémorer Napoléon, mais que la Commune n'entrait pas parmi les événements commémorables.
Plus récemment encore, il y a quelques semaines, on a vu apparaître le recueil intitulé Portrait de France, qui a été constitué sous l'impulsion conjuguée de la ministre de la Ville et de la ministre à la cohésion des territoires, avec la participation de l'historien Pascal Blanchard. Il s'agit, à travers ce recueil de 318 portraits, de représenter la diversité de la mémoire française et de trouver une manière d'inciter les maires des communes à se saisir de ces personnalités emblématiques qui ne sont pas suffisamment représentées. Dans la société civile, par ailleurs, il y a abondance de propositions commémoratives, en particulier autour du 150e de la commune, autour des 20 ans de la loi dite Taubira en mai prochain. Donc, des séquences commémoratives multiples. Et je voudrais m'intéresser aujourd'hui, dans ce cadre, à la place consacrée aux écrivains. Donc, vous avez ici la page littérature et philosophie des portraits de France. Pour vous donner une idée, les écrivains ici répertoriés représentent un peu plus de 15% de cet ensemble de 318 personnalités. Vous n'avez pas la liste complète, mais je ne peux pas tout faire entrer. Et c'est un ordre de grandeur qui est assez stable. J'en cite quelques autres pour mémoire. Donc, les écrivains occupent une place vraiment privilégiée et souvent plus importante que celle des personnalités politiques, ou alors sensiblement égale, dans les noms de rue. C'est ce qu'on voit en analysant le fichier Fantoire, qui reprend l'ensemble des noms de rues, des noms de lieux en France. Ils occupent également une place privilégiée sur les plaques commémoratives. C'est 28% des plaques parisiennes, selon le décompte effectué en 1999. Un autre est en cours sous la direction d'Olivier Millet et Florence Bourillon en particulier. Et donc, leur base de données, je pense, va apparaître bientôt. Marie-Clémence connaît bien le projet. Et puis, ils occupent aussi dans la statuaire publique une place importante, 18% des statues en dehors de Paris, selon le décompte de Jacqueline Alouette en 2019. Enfin, ils sont pour 15% des commémorations nationales proposées en 2017 par cet ancien haut comité et 16% des commémorations proposées en 2018. Il n'y a guère qu'au Panthéon, en fait, que cette proportion semble diminuer, mais ça dépend, là encore, comment on compte. Un peu plus de 7% des personnes inhumées au Panthéon sont des écrivains, mais si on compte seulement les personnes inhumées, on est bien en dessous de la réalité, puisque le Panthéon comporte aussi 2 plaques commémoratives répertoriant des listes d'écrivains morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, si on intègre ce calcul, à ce calcul les 759 écrivains morts au front, la proportion, évidemment, s'inverse. Il faudrait aussi compter la plaque commémorant Aimé Césaire au Panthéon, appliquée appliquée parce que les cendres d'Aimé Césaire ne pouvaient pas être transférées, etc. Ceci s'explique très probablement parce que Paul Bénichou a appelé le sacre de l'écrivain par le remplacement d'icônes symboliques et par le remplacement symbolique d'icônes religieuses ou royales par des figures laïques investies par la suite d'une sacralité comparable, et en particulier les figures d'écrivains. Mais ça s'explique aussi, pour ce qui concerne la période la plus récente, par une double identification du discours littéraire au domaine artistique d'un côté, au domaine politique de l'autre. Ce sont des personnalités à la frontière entre 2 champs et parmi les écrivains même, on compte aussi des personnes qui ont occupé des fonctions politiques et qui sont beaucoup plus représentées que les autres. Cette ambivalence du médium littéraire est parfois considérée comme une capacité à produire un discours politique non clivant, à moins que ce soit le contraire. Et elle fait la valeur de ces figures dans l'espace public. Les écrivains sont valorisés pour leur capacité à s'abstraire des conflits du siècle, à voir plus loin et ainsi à devenir de grands hommes, à moins que ce soit, et cela arrive aussi, pour leur capacité à donner un supplément d'âme à un discours idéologique qui, sans cela, paraîtrait simpliste et un peu trop simple.
Quelles sont les conséquences de cette appropriation sur la formation et sur la perception du canon littéraire? On peut envisager la question de deux manières distinctes, mais je ne suivrai qu'une seule piste aujourd'hui. Premièrement, est-ce qu'on peut observer une redéfinition du canon littéraire selon une sélection propre à cet espace qu'est l'espace public? Et deuxièmement, est-ce que cette sélection a une influence sur notre conception du canon littéraire de manière plus abstraite dans d'autres domaines, d'autres espaces de médiation? Donc, je vais me concentrer sur la première question aujourd'hui, en m'intéressant à la manière dont l'espace public définit un canon littéraire spécifique. Donc, je vais m'attacher dans un premier temps à la confrontation des deux logiques de patrimonialisation qui sont celles de l'espace public et du canon littéraire dans sa définition académique. J'en viendrai ensuite à une présentation du corpus envisagé pour cette étude via la base monument littéraire du projet LITEP. Et puis, pour terminer, j'en viendrai à une présentation de premières conclusions, premières constatations à partir des recherches effectuées. Je commence par ces deux logiques de patrimonialisation qui me semblent très opposées et en même temps qui se combinent d'une manière tout à fait intéressante dans le cas des écrivains. Donc, d'un côté, on a l'espace public qui est à la fois un espace abstrait, celui de la publicité des discours, espace qui est créé, on considère qu'il a été créé avec les Lumières au XVIIIe siècle, cet espace de débat et de critique du gouvernement ouvert aux citoyens. Et puis, il y a par ailleurs l'espace physique dans lequel évoluent effectivement les citoyens et les corps, celui qui leur est ouvert par opposition à l'espace de la propriété privée. On fait parfois une différence entre ces deux aspects de l'espace public abstrait concret. On utilise le singulier pour le premier sens et le pluriel pour le deuxième en parlant des espaces publics. Mais selon Thierry Pacaud, il est des raisons de les considérer ensemble. Ils ont en effet en commun l'idée d'un partage, d'une liaison, d'une relation, d'un échange, d'une circulation, écrit-il. Au sein de l'espace public s'opèrent des processus constitutifs de la patrimonialisation des figures nationales. Il y a le processus de sélection, on le voit par exemple à l'œuvre dans le fichier Fantoire, le processus d'appropriation par la rédaction de plaques commémoratives ou de plaques de rue qui sont aussi des manières de valoriser la figure et de lui donner une coloration. Par la transmission, encore, cet espace est un lieu de patrimonialisation puisque il y a usage ensuite de ces plaques commémoratives ou de ces monuments par les citoyens. L'espace public est donc un lieu de constitution de la mémoire collective et il fonctionne comme un répertoire à différentes échelles et également comme un dispositif de trivialisation, pour emprunter la notion d'Yves Jeanneret, trivialisation des œuvres. Et d'ailleurs, c'est une notion à laquelle il rend son sens propre, puisqu'il s'agit effectivement de placer les écrivains dans les carrefours. Dans les carrefours et parfois sur les ronds-points, je pense aux recherches de Clotilde Roulier qui m'ont intéressée récemment et grâce à qui j'ai découvert le tour de Tours en 80 ronds-points par François Bon. Ces figures littéraires, elles sont réduites ou du moins représentées métonymiquement par un personnage, par un personnage, oui, par la figure du grand écrivain ou par une citation, et elles sont soumises à diverses logiques de fétichisation dans l'espace public. Je ne vous montre pas le pied poli de Montaigne devant la Sorbonne, de cette statue donc, qui est touchée par tous les étudiants qui passent et qui montre bien qu'il y a une appropriation de l'ordre de la sacralité. Donc ce pied poli montre bien la fétichisation dans l'espace public des figures littéraires, autre logique d'appropriation et de trivialisation. Il s'agit toujours de lectures situées que ces monuments ou ces plaques commémoratives mettent en œuvre, des lectures situées qui souvent inversent une lecture savante ou exceptionnellement qui en proposent une vulgarisation
Et ce sont aussi des lectures qui revendiquent une appropriation par des lecteurs non spécialistes, une sorte de démocratisation de la figure. Pour définir le canon littéraire, on peut également prendre le parti d'une définition double. C'est à la fois un ensemble de normes de création et une liste d'œuvres consacrées. C'est plus particulièrement la définition qui m'intéresse. Mais ces normes de la création et cette liste d'œuvres consacrées sont très régulièrement remises en cause. Au fond, quand on s'intéresse à la définition du canon littéraire, on est conduit très rapidement à s'intéresser aux définitions de contre-canons, de canons alternatifs. Il y en a toujours eu. Certaines époques en sont plus riches que d'autres. Le 19e siècle, par exemple, part en guerre contre ces règles et contre ces listes, mais ne s'affranchit pas pour autant du principe. Et donc, on assiste à une floraison de canons alternatifs et ce processus se poursuit au XXe siècle jusqu'aux guerres culturelles des campus américains dans les années 80 et 90. Guerres culturelles qui ont surtout été importantes dans les pays anglo-saxons. Mais les débats actuels sont peut-être la version française de ces discussions. Je note qu'on utilise toujours des termes anglo-saxons pour les décrire. La cancel culture a été largement discutée sous ce terme anglais en France. L'espace public est en partie le reflet de ce canon, de ces processus de sélection, puisque les noms de rues, les noms d'établissements, les monuments commémoratifs, les musées, le Panthéon exposent les grands noms de la littérature française. C'est donc un lieu d'expression ou d'exposition du canon littéraire. Et pourtant, c'est un avatar du canon littéraire qui diffère d'autres expressions, en particulier parce qu'il est composé des grands noms, mais aussi de noms moins grands, revendiqués par les groupes ayant accès à cet espace. J'ai parlé tout à l'heure des écrivains morts pour la patrie, exposés sur une grande plaque commémorative du Panthéon. Un certain nombre d'entre eux ne nous sont plus connus et la notoriété des uns et des autres n'était pas du tout uniforme déjà à l'époque. Mon objectif aujourd'hui est donc d'essayer de décrire le contre-canon dont l'espace public est porteur et la dynamique critique qui lui est propre, la manière dont il constitue ce canon alternatif qu'on pourrait appeler un canon républicain. Je vais essayer aujourd'hui d'en identifier quelques caractéristiques. Donc, il existe à mon sens un canon spécifique que j'appelle canon républicain, faute de mieux pour le moment, ou canon littéraire de l'espace public, constitué de la liste des écrivains commémorés dans l'espace public, qu'on peut délimiter de différentes manières. On peut s'intéresser au nombre d'occurrences, mais il faut s'interroger aussi sur le principe de sélection qui diffère de celui qui a lieu dans le cadre d'anthologies scolaires ou de répertoires plus largement académiques. Il y a d'abord une différence dans l'origine de ces deux canons, au sens où les acteurs qui les mettent en œuvre ne sont pas les mêmes. Donc d'un côté, pour le canon littéraire académique, c'est l'institution littéraire ou les institutions littéraires qui sont à l'œuvre, les universités, le corps professoral, le ministère également, mais après cela, les maisons d'édition, et puis les jurys d'agrégation et de CAPES. C'est d'ailleurs une question d'actualité puisque le CAPES de lettres est en train d'être réformé pour devenir un concours à programme qui va s'appuyer sur un canon littéraire spécifique qui ne sera peut-être pas exactement le même que celui de l'agrégation. Le canon littéraire défini par l'espace public, au contraire, est déterminé ou filtré à différents niveaux de responsabilité politique, de la présidence à la municipalité. Et plus rarement au niveau régional, mais on a pu voir avec le projet de Carole, avec d'autres projets, qu'il peut y avoir tout de même une articulation régionale, en particulier ces dernières années. Le canon académique résulte donc d'un travail de spécialistes, de décisions ministérielles, mais aussi parfois de conception individuelle des rédacteurs de manuels.
Christine Planté a bien mis en valeur le rôle de ces rédacteurs dans la transmission via la conception d'anthologies au XIXe siècle. Alors que le canon républicain, comme tout le répertoire des grands hommes, en fait, est le fruit de revendications croisées de la société civile et des autorités municipales ou nationales. En fait, il me semble que l'État centralisé, ici, régule plutôt qu'il ne contrôle ou qu'il n'institue cette exposition. Il fait des propositions et ce sont les municipalités souvent qui disposent. En tous les cas, c'est la posture adoptée par Pascal Blanchard dans Portrait de France. Légalement, c'est la procédure qui a cours pour les noms de rue. Les noms de rue sont décidés au niveau municipal. Et ici, les différents ministères mobilisés sont force de proposition, mais ce sont les municipalités qui disposent. Ce sont deux canons qui diffèrent également dans leur fonction. Dans les deux cas, il s'agit de pédagogie scolaire, pédagogie républicaine, mais le canon académique, le canon littéraire académique tend à identifier des œuvres, quand le canon défini par l'espace public patrimonialise et identifie plutôt des figures. On a en tous les cas un mixte de la biographie et des œuvres ou un mixte de la biographie et des personnages. On a donc différents modes de sélection, même si il ne faut pas considérer que ce sont deux canons qui pourraient s'opposer selon l'idée d'une sélection autonome d'un côté et d'une sélection hétéronome de l'autre. On a en fait plutôt une fiction d'autonomie du côté du canon littéraire académique et une hétéronomie assumée du côté du canon littéraire républicain. Enfin, il y a une différence dans les dynamiques de renouvellement de ces corpus. Le canon littéraire académique se renouvelle plutôt lentement, mais de manière destructive et décisive à sa périphérie. Je m'appuie ici sur l'analyse proposée par Audrey Lasserre de l'effet palimpseste. Elle a bien expliqué comment la représentation des œuvres de femmes, c'était le corpus auquel elle s'intéressait, dans les histoires littéraires, comment cette représentation est soumise à un effet palimpseste, c'est-à-dire que les œuvres de femmes sont dans les marges de ces histoires littéraires et leur histoire n'est pas cumulative, mais procède par effacement. Il y a effacement des œuvres marginales de cette sélection et remplacement des œuvres marginales par d'autres œuvres marginales au goût du jour. Il n'y a pas d'effet cumulatif, ça n'est pas parce qu'on a été dans quelques anthologies qu'on va y rester pour la suite. Lorsqu'on est à la marge de ce canon, on risque toujours d'être effacé au profit de nouvelles œuvres marginales au goût du jour. Il n'y a aucune trace, je cite Audrey Lasserre, aucune trace des femmes de lettres passées qui ne susciterait en filigrane. Donc voilà pour le canon littéraire académique qui se renouvelle plutôt lentement, mais de manière éventuellement destructrice pour ses marges. Le canon littéraire de l'espace public ou canon littéraire républicain se renouvelle au rythme des échéances électorales et dans le respect de l'existant. Et c'est ça qui est important. Parce que tout déboulonnage ou toute débaptisation de rues, de noms de lieux, suppose un geste politique beaucoup plus résolu et beaucoup plus visible qui risque de provoquer des réactions plus fortes. Hors période de crise, évidemment, comme le régime de Vichy, où là, les destructions ont été massives. D'ailleurs, Pascal Blanchard, dans son travail autour des portraits de France, conseille de ne pas procéder par débaptisation dans l'adoption de noms issus de la diversité, parce que ça risquerait de provoquer ou bien une mauvaise appréciation de ces nouveaux noms, ou bien un débat autour de la légitimité comparée des deux figures. Il y a d'ailleurs le précédent des rues Émile Zola, qui ont été créées autour de la séparation des églises et de l'État, début du XXe siècle, qu'il faut noter. Des rues ont été débaptisées pour faire la place à Émile Zola, et souvent il s'agissait d'un geste symbolique de sécularisation et de rejet de toute marque de la religion. Donc le canon littéraire de l'espace public, au lieu de se détruire dans ses marges, il s'étend par ses marges.
à mesure que de nouveaux espaces s'ouvrent. Et ces extensions, d'ailleurs, elles ne sont pas toujours fort concertées. Parfois, il y a accompagnement scientifique ou accompagnement documentaire, comme dans le cas des Portraits de France, une motivation consciente. Et puis, d'autres fois, ce sont des procédures systématiques et collectives par la création d'un quartier de poètes. Alors, j'en ai sectionné 2 exemples vraiment arbitraires. D'abord, Strasbourg. J'ai cherché une rue Paul-Éluard et vous voyez que cette rue Paul-Éluard, elle est entourée d'une rue Primo-Levi, d'une rue Colette, d'une rue Charles-Péguy, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jean Giraudoux, un peu plus loin. Donc ici, on a clairement un quartier littéraire. Et puis ensuite, c'est un cliché de la ville de Gilbertville, où la rue Paul-Éluard est entourée d'une rue Diderot, une rue Gide, une rue Voltaire, une rue George Sand. Donc ce ne sont pas à proprement parler des quartiers de poètes, mais des quartiers littéraires. Et vous voyez qu'ils voisinent souvent avec des quartiers d'artistes. Mettre mes slides en plein écran. Oui, je pourrais essayer de faire ça. J'espère que je vais continuer à avoir mes propres notes ou alors je peux agrandir encore. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Donc, l'extension du canon littéraire républicain se fait de manière parfois concertée, parfois systématique et beaucoup moins concertée, sans portée forcément symbolique. Pour mener une étude systématique de ce phénomène et croiser les échelles, parce que les noms de rue et les maisons d'écrivains, ce ne sont pas tout à fait les mêmes phénomènes, une base de données a été constituée à l'Université de Nantes, intitulée Monuments littéraires. Du coup, comment je vais faire pour retrouver... Ah, moi, je vais faire comme ça, voilà. Intitulée Monuments littéraires, dans laquelle nous essayons de recenser, avec l'équipe du projet LITEP, toutes ces marques de la présence des écrivains dans l'espace public. Je vais m'attacher maintenant aux modalités de constitution du corpus et aux perspectives d'études qui se dessinent. Et puis, si ça commence à être trop juste, c'est déjà un peu le cas. Je vais essayer d'accélérer sur la fin. Donc, cette base de données, on peut y entrer par trois entrées. On peut y accéder par 3 entrées, ou bien les monuments, ou bien une approche géographique. Ici, ce sont les lieux qui portent la mémoire des écrivains, ou bien un graphe relationnel, puisqu'on a essayé dans la base de documenter une forme particulière de sociabilité qu'est la commémoration, et de lier les écrivains commémorés à ceux qui les commémorent au temps et au lieu de cette commémoration. Donc, on a procédé de 2 manières. D'abord, par proximité, une collecte de proximité par des crowdsourceurs. Et ensuite, à l'issue d'une première phase de collecte, on a réorienté celle-ci en fonction d'ensembles signifiants qui nous apparaissaient comme des éléments plus gros. Ces ensembles signifiants, on dirait exactement un virus. C'est la commémoration qui s'étend comme un virus, la mémoire littéraire qui nous gagne. Donc, durant la collecte, sont apparus de très nombreux sous-ensembles qui constituent des fragments canoniques possédant leur unité propre. J'en cite un que tout le monde connaît, je crois que c'est celui que vous avez sous les yeux, c'est le Jardin du Luxembourg. Ici, non, ça, ce sont les monuments Voltaire. Rien à voir. Voilà, ça, c'était notre collecte. Ça, c'est le Jardin du Luxembourg. Voilà. Il n'y a pas, tout n'est pas sur la carte. Il en manque quelques-uns, des fiches qui n'ont pas encore été validées. Le Jardin du Luxembourg est un sous-ensemble intéressant. Il a été très rapidement identifié comme un jardin des poètes dès la fin du XIXe siècle, mais il avait été, dès le début du XIXe siècle, sa création remonte au XVIIe, considéré comme un endroit pour installer un répertoire de figures canoniques, de figures du patrimoine. Je passe rapidement, donc des sous-ensembles ont été identifiés. Ici, c'est le Jardin des poètes de la Porte d'Auteuil, sur lequel j'ai travaillé plus récemment, qui compte pas moins de 100 plaques consacrées donc, à des poètes, et l'ensemble est intéressant à étudier de manière systématique.
On a aussi repéré, ah bah, c'est passé très vite à la fin, ça va m'inciter à accélérer. On a aussi repéré donc une multiplicité d'acteurs dans ce canon démocratique qui expliquent, et ce seront mes remarques conclusives, les logiques contradictoires qui travaillent ce canon littéraire particulier. Donc, les premières constatations consistent en une identification de logiques contradictoires. Lorsqu'on examine ce corpus à géométrie variable, on constate d'abord qu'il existe donc des modes de constitution et de renouvellement propres à ce canon, et de ce fait, des différences en termes de liste d'auteurs avec le canon académique. Je prends un exemple très simple, la mémoire problématique de la collaboration. C'est un frein majeur à la représentation des écrivains et des personnalités dans l'espace public, comme on a pu encore le constater récemment au moment où Emmanuel Macron a proposé d'honorer Philippe Pétain pour son rôle durant la Première Guerre mondiale. Je renvoie aux travaux de Gisèle Sapiro sur la collaboration des écrivains à ce sujet. L'exemple de Maurras et de Céline en sont deux autres signes. Mais de ce fait, on a d'un côté un canon littéraire qui porte Céline en son centre. C'est un auteur de l'agrégation, c'est un auteur canonique. Et d'un autre côté, aucune rue Céline dans tout l'espace français. Aucune rue Drieux-La Rochelle, aucune rue Charles Maurras. Mais d'un autre côté, on a un monument à un écrivain qui a été glorifié par Vichy, qui n'a pas du tout eu le même rôle de collaboration que celui qu'a pu avoir Drieux, même s'il est en contact avec lui, ou Céline. Cet écrivain, c'est Henri Pourrat, qui est célébré dans le territoire national par des monuments, des lieux, qui en revanche n'entrent pas dans les manuels scolaires. Autre exemple du même phénomène, pour des raisons différentes, Madame de Lafayette et Madame de Sévigné. Là, je renvoie à un article de Nathalie Grande qui a fait la comparaison entre ces deux patrimonialisations au cours des premiers travaux du programme. Elle s'était interrogée sur la manière dont ces deux écrivaines étaient représentées dans l'espace académique et dans l'espace public. Dans l'espace académique, c'est à peu près égal, et dans l'espace public, tout pour Madame de Sévigné, rien pour Madame de Lafayette. Donc, c'est un canon qui combine différentes logiques expliquant une certaine imprévisibilité parce qu'elles sont assez nombreuses. Il y a une logique d'engagement. Aragon est plus représenté que Breton. Péguy est partout dans les rues de France. Mais engagement dans des causes consensuelles, toujours dans la défense de la nation, plutôt durant des guerres mondiales. En même temps, des logiques de désengagement. Là encore, je renvoie au travail de Gisèle Sapiro, selon les niveaux, parce que l'engagement national, l'engagement dans la politique régionale, ce ne sont pas des facteurs aux conséquences équivalentes. On a par ailleurs une logique de consensus esthétique, mais aussi des logiques de proximité. C'est ce qui explique les commémorations de Pourrat, de Le Goffic, de René Guicadou et de Madame de Sévigné, qu'on peut aussi appeler des logiques d'ancrage, et puis des logiques propres aux acteurs multiples dont les motivations se rencontrent dans cet espace public. Et ces acteurs, ce sont aussi bien le marché que les associations et les partis. Une multiplicité de logiques concurrentes qui crée une sorte d'équilibre difficile à prévoir entre la valeur esthétique et la valeur idéologique ou identitaire. Pour conclure, il faut noter que ce canon réputé hétéronome, qui ne l'est pas complètement, est aussi travaillé par l'action des écrivains qui souvent s'engagent dans la commémoration, et que s'il est perçu comme un canon institutionnel, en réalité, des logiques patrimoniales concurrentes s'y rencontrent, qui ne sont pas toutes institutionnalisées ou pas au même degré. Si bien qu'on a dans l'espace public des effets de canon et de contre-canon en permanence qui se rencontrent. Je conclus donc en constatant également que ce canon littéraire est peut-être plus mobile que celui que l'on rencontre dans le monde académique, et à la fois plus mobile et aussi moins fiable, peut-être plus transitoire. Souvent, le monument ne tient pas la promesse d'éternité qu'il offre à l'écrivain, et c'est un canon littéraire qui se caractérise en fait par son hétérogénéité. On a à la fois une caisse de résonance pour une culture consensuelle et dominante,
un lieu de contestation de cette culture avec des figures marginalisées qui sont quand même présentes dans l'espace public. Et finalement, c'est autant un espace dynamique de redéfinition du canon qu'un répertoire très durable de gloire parfois périssable. Merci pour votre écoute.